Bonjour, alors je m'appelle Philippe Capfer, je suis ingénieur en informatique et j'ai un master en management des systèmes d'information, enfin la sécurité de ces systèmes. Et j'ai également écrit un livre sur le piratage des systèmes. C'est juste pour poser le contexte. Et ma société, que j'ai créée récemment, est une start-up qui propose des solutions de sécurité, qui fait du consulting et de la formation, de la sensibilisation aux utilisateurs. Mais le but principal de cette startup, c'est de développer des produits innovants sur la sécurité, pour amener de la sécurité à tous les niveaux et pour tout le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de services. Qu'est-ce qu'on peut apporter, comment on peut améliorer et en quoi la digitalisation peut permettre de nouveaux services. Pour ça, je vais vous parler donc des défis un petit peu de cette digitalisation, de comment innover et qu'est-ce qu'offre vraiment la digitalisation. On va commencer par un peu les défis. Premier défi, que ce soit de la digitalisation ou d'un service standard, c'est qu'il faut qu'il soit utile et utilisable. C'est encore plus particulier avec la digitalisation parce que ça va dépendre de la cible. C'est pour ça qu'il faut qu'un service soit aussi accessible de différentes manières. Accessible en termes d'accès si c'est un service web, accessible en termes de personnes. Je vais aller dans le détail de l'accessibilité après. Il faut que ça soit rentable, donc il faut que ça soit rentable pour le fournisseur, mais la rentabilité, ça peut être de l'écologie, ça peut être rentabilité en termes d'image, et pour la personne qui prend ce service, qui utilise ce service, il faut que ça soit rentable pour lui, ça veut dire que ça lui apporte quelque chose. Et il faut que ça inspire la confiance. Un service qui est nouveau, qui est innovant, qui fait plein de choses, c'est bien, mais s'il n'inspire pas la confiance, vous avez la problématique que personne ne va l'utiliser, ce service. Et on a assez rapidement la problématique quand on a des connexions à distance, qu'il y ait des peurs qui viennent avec. Est-ce que je peux être piraté? Est-ce que mes données peuvent être utilisées pour autre chose? Alors, on va détailler un petit peu l'accessibilité et la confiance. Donc, un service, il doit être accessible dans le sens où si il est proposé à un type ou à un groupe d'utilisateurs, si c'est des utilisateurs nomades, il faut peut-être viser une application mobile. Si c'est un élément qui est pour améliorer le transport de produits, par exemple, il faut que ça soit accessible en termes de réception, en termes d'envoi. Par exemple, il faudrait éviter de vendre des frigos pôle Nord. Il faut vraiment cibler et être précis avec ce que vous voulez en termes d'accessibilité. Et ça doit être accessible en termes d'utilisation. À la fin, il faut avoir quelque chose de simple. Ça fait partie des défis. Quand on digitalise, on a le service basique dans la tête, on essaie de sortir quelque chose de digitalisé, mais au final, c'est des fois plus compliqué que de le faire par papier. Et là, ça rend le service inutilisable. Un autre élément très important, c'est la confiance. Pour créer un service qui fonctionne, et je ne sais pas comment c'est chez Fevre Energy, mais pour récupérer les informations d'un particulier et pouvoir les suivre à distance, eh ben, il faut que ces personnes ont confiance dans la société qui récupère ces données. Pour ça, un des points, pour moi, c'est la transparence. Être transparent sur quel élément on va récupérer, sur quel élément on va utiliser. Euh, je vous rappelle par exemple que demain, il y a la RGPD, le règlement européen, qui implique la transparence sur l'utilisation des données privées pour les habitants qui habitent en Europe. Ce n'est pas encore tout à fait applicable pour les habitants en Suisse, pour les produits suisses. Mais l'idée est quand même très intéressante sur la transparence des données. La transparence doit aussi se faire B2B, c'est-à-dire qu'une industrie qui utilise des données d'un client ou d'un autre fabricant ou d'un fournisseur doit aussi être transparent avec ces données, histoire de créer cette confiance. La confiance est un point essentiel. Si vous prenez la perception de Facebook, c'est sûr qu'on a un petit peu peur. On se dit, voilà, ils prennent nos informations, on partage plein de choses de notre vie privée, et derrière, on reçoit de marketing ciblé, ce qui est encore pas tellement grave, ou alors on se fait manipuler. Ça, c'est pas bon. Par contre, si vous prenez la perception plutôt Netflix, là, aussi récupère vos données. Mais quel type de données? Plutôt les données, est-ce que vous regardez les séries plutôt sur les tablettes, sur les télévisions, sur les téléphones? Les séries pour enfants, se regarder sur quel type de médias, quel type de séries? Tout ça pour vous donner un meilleur service. C'est-à-dire qu'on accepte de donner ces informations pour quelque part avoir un retour. Un autre point, c'est la confiance et la sécurité en général. La problématique, c'est, imaginez, vous allez en vacances et votre objectif, c'est de voyager et de profiter, par exemple, de l'île sur laquelle vous êtes en louant une moto. Vous avez deux magasins. Le premier magasin à gauche, il vous loue des motos avec un casque. Le deuxième magasin à droite, il vous loue des motos, mais il n'y a pas de casque. Par contre, celui de droite est beaucoup moins cher.
clairement, je pense, enfin, j'imagine que vous allez louer la moto avec le casque. Pourquoi? Parce que la sécurité, même si c'est un petit peu plus cher, c'est important. Ensuite, si vous avez le choix entre différentes marques, vous allez peut-être prendre une marque que vous connaissez comme Yamaha, Ducati ou quelque chose, plutôt que de prendre quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Ça aussi, ça fait partie de la confiance. Alors, il est clair qu'on a l'idée qu'il faut protéger les données, que ce soit sur place ou en transit, c'est vrai que c'est très important, mais il faut aussi protéger l'identité. Parce que l'utilisation d'une identité simple ou d'un test d'identité simple, la problématique, c'est même si l'élément est crypté et protégé de manière forte, si l'identité n'est pas checkée correctement, ben, n'importe qui a accès finalement, même si c'est crypté, avec le dernier cryptage à la mode. Voilà, je parlais de la mise en confiance. Je vais partir maintenant un petit peu sur l'explication de comment innover. C'est des thèmes qui avaient déjà un petit peu été traités. Je vais juste revenir sur un élément où j'ai eu un peu d'expérience, c'est comment innover. Un des points qu'on peut mettre en place, c'est optimiser, simplifier ou prolonger un processus client ou un service client, c'est-à-dire en faisant une cartographie de ce que vous avez en termes de processus ou en termes de service et comment fonctionne ce service, vous allez pouvoir, à partir du moment où vous cherchez à optimiser, souvent digitaliser et prolonger ce service. Un autre point, c'est regarder qu'est-ce que vous avez comme information. Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à vos clients, par rapport à vous, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement redonner plus loin. À partir de là, j'ai un exemple d'une société, un sous-traitant horloger, qui avait envie de proposer un nouveau service à ses clients. Ce nouveau service, c'est des informations qu'ils ont déjà. C'est un sous-traitant qui fabrique des pièces pour les groupes horlogers et il voulait simplement pouvoir proposer à distance la possibilité de consulter ces pièces, savoir où ils en sont quand ils passent une commande. Et ça, c'est déjà un nouveau service qui est à la base d'informations qu'ils ont déjà à disposition. Ce n'est pas toujours très compliqué à faire, hein. D'autres éléments, c'est par exemple de pouvoir proposer des éléments où le client a envie d'avoir. Par exemple, une des questions, c'est j'aimerais être informé avant une panne, un peu ce que fait Fèvre Énergie. Le client vient avec ce type de problématique, vous allez pouvoir la résoudre si vous avez une solution digitalisée. Si vous avez information papier ou les services entre guillemets bruts, ça va être compliqué. Alors qu'offre vraiment la digitalisation? À partir du moment qu'une information elle est là, présente, ça peut être un état, ça peut être une information plus générale, qu'elle soit à distance en temps réel, c'est encore plus intéressant évidemment. On va pouvoir utiliser cette information pour l'afficher quelque part. Par exemple, reprendre ces informations, les filtrer et les présenter de manière différente. On va aussi pouvoir prendre cette information d'état qui change, si c'est en temps réel, et pouvoir demander et démarrer des processus un peu plus évolués. Faire une demande d'une personne qui valide, une deuxième personne qui valide, et après, pourquoi pas faire une action. Pouvoir faire des maintenances préventives, c'est-à-dire que si on a des données d'informations assez suffisantes, on va pouvoir les analyser et proposer des services qui permettent ensuite d'arriver avant les pannes et de proposer du coup des actions préventives. Donc dans le même sens, si vous avez la possibilité d'écrire à distance, pourquoi pas en temps réel, on peut prendre des informations qui viennent d'un panneau de commande à distance, ça peut être un téléphone, ça peut être un outil de support, ça peut venir d'un flux, plusieurs personnes qui ont validé quelque chose et ensuite il y a une action sur une machine, un réglage, un paramétrage. Et ça peut être un comportement particulier, par exemple quelque chose qui a été consulté dans tel pays, sur tel type de machine. À partir de là, il y a un déclenchement qui se fait et une action qui se fait sur une machine. Alors ce que propose Nextvision, c'est au départ, c'était un outil de maintenance qui voulait proposer une sécurité bancaire pour le monde industriel, c'est-à-dire proposer un outil de maintenance à distance avec un niveau de sécurité suffisant pour qu'on ait confiance, c'est-à-dire une double authentification des utilisateurs, une authentification très forte des machines, un filtrage complet. Et au final, en rencontrant un peu les industriels, ce qu'ils ont besoin, c'est effectivement de la sécurité, effectivement de proposer de la confiance, mais idéalement d'intégrer ça à l'existant. Et ça s'est transformé, donc il y a une petite migration en plateforme de connexion sécurisée, c'est-à-dire plutôt d'un élément qui permet de construire des outils. L'idée donc, c'est de créer, c'est partiellement déjà existant, c'est d'avoir une plateforme qui intègre la sécurité par défaut et par design. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la plateforme, elle permet de gérer toute la partie sécurité des identités des utilisateurs, une identité forte, des machines, d'avoir du temps réel et de faire la communication entre tout ça. Donc,
la personne ou l'entreprise qui veut développer un service à distance en temps réel peut le faire de manière plus simple et de manière sécurisée, sans se soucier un petit peu de ces problématiques-là. Donc, on imagine une machine industrielle, elle peut s'intégrer et utiliser cette plateforme, et cette plateforme permet aussi de prendre des informations existantes, par exemple les systèmes de remontée de données comme GLX ou d'autres. Permet du coup, du côté distant, de stocker des données, des informations pour après, pourquoi pas, les partager avec un fournisseur ou un fabricant. Permet également donc une écriture à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire du monitoring en temps réel, ce que fait Fèvre Énergie, et de proposer des alertes. Permet aussi d'accéder à des images. Cette plateforme permet de récupérer des images de caméras connectées et de les avoir en flux direct. Et ça veut dire de pouvoir remettre éventuellement des surcouches. Alors, globalement, pour un fournisseur, ça voudrait dire si un fabricant récupère des données, il pourrait proposer une partie de ces données à ce fournisseur, par exemple la vibration d'un outil, d'une machine, et pouvoir se dire, OK, quand la machine vibre d'une certaine manière, ça veut dire qu'il y a une possible usure qui est anormale ou qui est avérée, et pourquoi pas faire du coup un réapprovisionnement automatique. Il peut aussi proposer un outil de support en direct, donc une connexion directe à cette machine, avec, je le rappelle, une identification forte des machines et des éléments. Pourquoi pas rajouter aussi un traitement d'image intelligent, puisque l'image en temps réel est ici, on pourrait mettre de la 3D ou des éléments comme ça, et améliorer aussi la qualité globale. Pour l'utilisateur, il est clair que ça va rapporter beaucoup en termes de performance et en termes de rentabilité. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il donne un petit peu pour recevoir beaucoup. Donner un petit peu, ça veut dire quoi? C'est comme dans le principe de Netflix, c'est donner un petit peu d'informations. Pas tout, mais donner un petit peu d'informations. Et par contre, le faire de manière sécurisée. Si on ne donne pas les informations à un fournisseur ou un fabricant, bah, c'est plus compliqué pour lui de vous apporter, par exemple, une continuité de la production, avec un support à distance, avec la prévention des pannes, avec un réapprovisionnement automatique des outils, par exemple. On peut aussi imaginer donc un maintien préventif de ces machines, une amélioration des réglages. Hein, ça peut être des fois juste un problème de paramètres, mais si on n'a pas l'information de comment c'est réglé, on ne va pas pouvoir agir directement dessus. Des économies, clairement, si on a une détection de l'usure, ben on va pouvoir savoir à quel moment on doit changer l'outil avant qu'il casse. On va pouvoir améliorer la qualité, donc on va gagner en économie. On va aussi gagner en contrôle, puisqu'on a un accès complet et total et direct sur les machines. Ça peut être utilisé pour des machines ou pour des logiciels. Hein. J'ai aussi pris l'exemple de la machine de chantier et j'ai dû rigoler du coup. Je l'ai utilisé d'une manière un petit peu différente. On imagine qu'une société de maçonnerie a des machines, mais pas qu'elle les loue, mais qu'elle les a achetées. À partir de là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les utiliser et les maintenir, grosso modo. C'est deux éléments qu'elle peut faire. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans l'idéal? Elle pourrait créer une plateforme de suivi de ces machines. À partir de cette plateforme, elle pourrait réduire le nombre de machines qu'elle a besoin, puisqu'elle pourrait définir par chantier, les transmettre d'un côté à l'autre beaucoup plus facilement. Elle pourrait aussi également gérer l'usure et la rentabilité, donc le ROI. Et en plus, on pourrait imaginer, si c'est des machines qui sont chères, pourquoi pas les louer à des particuliers ou à d'autres entreprises. Mais ça, elle doit le savoir. Ça veut dire qu'elle doit planifier les chantiers, elle doit pouvoir gérer. Tout ça, elle peut le faire si elle fait une plateforme, c'est-à-dire qu'elle digitalise l'utilisation de ces machines. Un autre élément, ça peut être une imprimante 3D, un revendeur, pas un fabricant. Par défaut, qu'est-ce qu'il pourrait proposer? Il pourrait proposer de la vente, de la livraison, du transport et du dépannage. Si on digitalise certains éléments, la communication par exemple, en utilisant une plateforme comme celle proposée par Nexavision, ça pourrait être de l'assistance à distance. Ça pourrait être aussi des réglages automatiques liés au modèle de machine ou par rapport aux paramètres qu'on a définis, le type de plastique et ces différentes choses. Ça pourrait être aussi un gestionnaire de panne automatique connecté. On pourrait aussi avoir un écosystème de vente. C'est-à-dire que le client final peut acheter un élément 3D à imprimer, qui peut l'imprimer qu'une seule fois et qui ne peut pas transmettre à quelqu'un d'autre, donc un DRM. Et ça veut dire qu'avec un écosystème comme celui-ci, on peut très bien imaginer alors des dessinateurs qui créent des pièces pour les vendre. Donc un nouveau type de marché tournant finalement autour d'une machine. Ça peut être fait ici pour une imprimante 3D, mais ça peut être aussi aller dans le monde industriel. C'est juste des exemples un petit peu différents. Cet exemple-là, je vais le passer parce que j'ai dépassé de 33 secondes.
Voilà. Je viens à côté de vous pour mettre un peu la pression. Donc innover, c'est pas avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'avoir une vieille idée. Pour moi, ça veut simplement dire qu'il faut, je pense, laisser un petit peu les fabricants vouloir proposer ou chercher un petit peu ces données, tout en proposant ça de manière sécurisée. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Capfer.